l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes pieuvres paraplégiques, c'est Vince de l'école du jeu et aujourd'hui je vous présente mon Quoi de neuf Vince du mois de novembre 2020. Un mois qui a été très chargé à plusieurs niveaux, mais au niveau ludique, pas tant que ça. En fait, je pense que j'ai pas eu beaucoup de jeux joués. En fait, j'ai eu 7 jeux joués qui sont différents. Mais vraiment un mois qui, je trouve, a été de grande qualité ludique. Donc, je vais vous expliquer les jeux auxquels j'ai joué. Je vais vous donner mon opinion personnelle sur ceux-ci. Puis, ben, par la suite, je vais vous donner un petit peu de mes nouvelles personnelles. Et, ben, pourquoi pas commencer avec quelque chose d'évident? Je n'ai plus la moustache. Donc, comme vous avez pu le constater dans le Quoi neuf de JP, on s'est rasé. Le mois de novembre est terminé. Et, ben, on a décidé d'enlever ça parce que moi, je commençais à faire de la peau sèche. Hein? Et je paraissais pas super bien. Donc, plusieurs me l'ont mentionné que la moustache ne m'allait pas comme un gant. Donc, c'est correct, hein? Ça arrive rien qu'une fois par année, comme on dit ici dans notre folklore québécois. Sinon, sans plus attendre, on y va avec le premier jeu que j'ai joué en ligne, qui est Aristea. En fait, on a joué à l'extension Prime Time, qui est une nouvelle extension qui vient tout juste de sortir et qui permet d'expérimenter le jeu Aristea à 4 joueurs. Je dirais que j'ai quand même été agréablement surpris. J'ai vraiment apprécié l'expérience et les changements qui ont été faits. Par contre, je pense que j'ai peut-être une espèce d'appréhension ou d'aversion par rapport à certains pouvoirs de personnages ou encore certaines cartes de personnages qui vont vraiment être moins fortes, être moins puissantes parce que auparavant, certaines cartes te permettaient de viser en fait tous tes alliés. Ben, maintenant, dans la version Prime Time, tu joues 2 héros, 2 personnages par joueur. Donc, on est 4, on va jouer 8 héros, 8 différents personnages, mais on n'en contrôle que 2. Alors qu'à 2 joueurs, ben, on en contrôle 4. Donc, une carte qui visait tes alliés est beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante à 2 joueurs qu'à un mode multi. Aussi, je doute que ce soit la bonne formule pour approcher Aristea si vous êtes nouveau joueur. Je pense que le jeu a vraiment été construit, les personnages ont été construits pour que ce soit un jeu exclusivement à 2 joueurs. Ce qui fait en sorte que l'extension est super intéressante pour les joueurs aguerris, qui connaissent bien le jeu, qui connaissent bien la dynamique et qui savent qu'est-ce qui peut s'en venir. Il y a beaucoup de surprises avec les cartes et surtout l'espèce d'empilade d'effets qui peuvent s'accumuler une par-dessus l'autre. Ça peut devenir un petit peu difficile à suivre si c'est la première fois qu'on joue, si on n'a pas nécessairement beaucoup d'expérience avec les différents personnages. Par contre, je n'ai joué qu'un seul scénario et évidemment, dans les extensions dans cette extension, on a plusieurs scénarios comme dans le jeu de base de Aristea. Et on a joué en fait avec différents modules qui sont ajoutables au fur et à mesure que l'on expérimente cette extension-là. Mais nous autres, on s'est dit non, on va tout expérimenter, on va faire une espèce de all you can eat de Aristea Prime Time. Puis, ben, ça a peut-être influencé aussi ma perspective par rapport à ça, mais ça change pas que j'ai vraiment apprécié. Mais comme je dis, peut-être un petit manque de cohésion avec les différentes cartes, avec la structure de jeu. Mais enfin bref, c'est juste une première expérience, donc je veux pas baser mon feeling sur cette extension-là à prime abord juste par rapport à ça. Je veux y jouer encore et encore. Puis ça reste Aristea qui est un de mes jeux préférés à 2 joueurs. J'ai aussi joué à Curious Cargo. Alors, Curious Cargo était un jeu très attendu de Rado. Si vous connaissez Rado, ben c'est ça. Si vous ne connaissez pas, c'est un YouTuber anglophone très connu dans la sphère médiatique des jeux de société. Et aussi, on avait eu Dice Tower qui avait eu un bon feeling, qui avait eu un saut d'approbation provenant de M. Vassel.
Pour ma part, ben, j'avais très très hâte de l'essayer. Je trouvais que la dynamique avait l'air intéressante. Je m'étais informé. Puis, ben, en y jouant, j'ai découvert un jeu vraiment décevant et c'est vraiment une expérience pas agréable. C'était très désagréable. Même que j'ai joué avec Nancy, puis pendant la première partie qu'on a joué, Nancy s'est fâchée, puis elle m'a dit « Pourquoi on joue pas à l'île des chats à la place? C'est tellement plate comme jeu, moi j'aimerais ça profiter du moment que je peux jouer pour jouer à un jeu que j'aime. » Puis je me sentais un petit peu mal de m'avoir fait un petit peu de m'avoir fait avoir. Hein? Donc je pensais vraiment que ça allait être un bon jeu, puis finalement plein de choses décevantes. Bon, on va commencer avec ce qui est évident. Je trouve que le matériel, il y a beaucoup de manipulation de petites tuiles et c'est super fiddly au sens parce que tu vas toucher à du matériel, tu vas manipuler, tu vas empiler des tuiles, puis à un moment donné, tu fais juste donner un petit coup sans faire par exprès sur ton plateau personnel, puis là, soudainement, tu viens de détruire tout ton réseau de tuyauterie. D'ailleurs, parlant de tuyauterie, je sais pas c'est qui nous a engagés pour faire cette business de tuyauterie-là, mais pourquoi il y a autant de courbes, de tourneurs, pis ça fait pas de sens, thématiquement parlant, là, je veux dire, ça fait pas de sens qu'on ait des espèces de tuyaux là, qui font des virevoltements, pis ça, pis en plus de ça, le principe de pige de tuiles dans un sac que tu fais au hasard est plutôt frustrant, parce que le 3/4 du temps, tu te retrouves justement avec des tuiles qui ont plein de formes dessus, puis tu fais comme « Oh, c'est intéressant théoriquement, mais en pratique, c'est très désagréable. » Installer ça sur son plateau personnel. T'es là, puis t'essayes de construire de quoi, puis ça marche jamais. Puis là, mané, tu piges, puis mané, écoute, peut-être que tu vas trouver la bonne tuile qui concorde avec qu'est-ce que tu veux faire présentement. Ce qui arrive, en fait... une fois sur 7, je dirais, qu'on trouve une tuile qui concorde avec ce qu'on veut faire. Mais là, le jeu t'a dit non, mais c'est parce que faut que tu essayes de construire avec le hasard, etc. Oui, je comprends tout à fait, mais c'est pas agréable. C'est pas le fun à jouer en tant que tel. Il y a pratiquement zéro interaction. Notre deuxième partie qu'on a faite, moi et Nancy, ben, on s'est juste assis un en face de l'autre, puis on a juste fait nos différentes étapes simultanément. Puis ben on se disait ok, toi t'es rendu à quelle étape? Ok, parfait, bon ben regarde, je termine cette étape-là, moi je vais faire mon étape de mon bar. Puis là après ça, on passait à la prochaine étape. Il n'y a aucune interaction, sinon là les gens pourraient dire oui, mais on va installer des camions et là ces camions-là peuvent s'instaurer dans ta ligne d'export ou dans ta ligne d'import, ce qui fait en sorte que tu dois réfléchir à quoi. Non, je veux dire, j'ai le temps en masse de réfléchir, de repimper un peu ma tuyauterie pour essayer de faire de quoi. Puis au final, j'aurais peut-être juste jamais le temps, puis je suis peut-être juste mieux de me concentrer ailleurs. Il n'y a aucune pression, il n'y a aucun. Tu sais, il n'y a pas de crocs, il n'y a pas de moment déchirant dans le jeu. Tu fais juste mécaniquement faire ce que le jeu te demande de faire, et ça se termine là. J'ai vraiment trouvé ça décevant. Puis je trouve que, honnêtement, oui, il peut avoir une certaine profondeur, puis oui, il peut avoir différentes stratégies. Tout ça, je le reconnais, mais ce qui me fâche du jeu, ce que je trouve vraiment plate, c'est qu'au final, c'est juste une espèce de course à points. Tu sais, tu vas essayer d'être le plus optimal possible, puis, ben, tant qu'à ça, tu sais, c'est la pédanterie intellectuelle rendue là, tu sais, tu vas te sentir bien parce que tu performes bien à ce jeu-là, parce que c'est difficile à cause du hasard. Puis en plus de ça, tu peux pas vraiment mitiger le hasard. T'as tout le temps un choix un peu plate. T'as jamais des choix le fun, c'est tout le temps un peu des choix plates. C'est ça, je pense, qui est le plus frustrant dans le jeu. Ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu ou que ce ne sera pas un jeu pour vous, mais je vous donne mon impression personnelle. Ça me tentait d'ailleurs de faire une critique de ce jeu-là, puis vous donner vraiment plus en détail là, cette espèce de ressenti-là, puis que je puisse vous expliquer en plus ample détail pourquoi j'aime pas ça, et peut-être avoir Nancy aussi qui pourrait vous donner son avis, et que vous pourriez l'avoir dans un autre état que juste « Ah, j'ai donc bien du fun à ce jeu-là, puis j'adore, de l'avoir, être fâché contre un jeu. » Si ça vous intéresse, laissez
laisser dans les commentaires un petit commentaire, puis nous dire, ben oui, on veut voir Nancy fâchée parler d'un jeu qu'elle n'aime pas. Je n'aurai pas d'autre chose à dire autre qu'on va passer au prochain jeu, et le prochain jeu, ben c'est Food Chain Magnate. Donc, j'ai joué en ligne sur Tabletop Simulator avec des amis qui connaissent très très bien le jeu, et on a joué à l'extension Catch-up Mechanism, qui est juste ici. Donc elle est emballée encore malheureusement, mais c'est pas grave parce que c'est juste que j'ai pas eu le temps vraiment de jouer avec ma copie physique. C'est une extension qui coûte à peu près le même prix que le jeu de base, et si vous n'êtes pas familier avec le prix, ben habituellement ces jeux-là coûtent environ au-dessus de 100$. Je pense que Food Chain est à peu près 150$, donc l'extension coûte 150$. Et là tu dis, oh my god, pourquoi est-ce que j'achèterais une extension à 150$? Eh bien c'est parce que ça, c'est mon opinion personnelle, mais si vous êtes un fan, si vous aimez le Food Chain Magnate, je vous encourage à aller voir la critique express. Si vous ne connaissez pas le jeu, peut-être ça pourrait vous plaire. Pour l'instant, si vous n'avez jamais joué, le jeu de base va vous être très satisfaisant. Mais si vous avez joué quelques parties et que là, vous seriez prêt à avoir une nouvelle expérience, eh bien, l'extension le fait de façon magique. On a une quinzaine de modules qui sont disponibles et qui vont ajouter vraiment là, différentes affaires complètement sautées, complètement folles, qui sont vraiment le fun à explorer et qui vont offrir en fait une nouvelle opacité, une nouvelle profondeur au jeu. Dans notre partie, en fait, on a ajouté 3 modules. Donc, tout d'abord, le premier module, c'est le module des nouveaux milestones. Dans le jeu, ben, en fait, quand tu fais une certaine action ou quand tu engages un certain employé, ben, tu obtiens un bonus jusqu'à la fin de la partie qui va être habituellement relié avec ce que tu as fait ou pas, là, c'est pas très très grave. Ben, dans l'extension, ben, il s'ajoute de nouveaux milestones. Donc, on a joué avec ça. Et on a ajouté le module du café et le module des nouilles. Donc, je vais vous expliquer ces deux modules-là une fois que je vous aurai expliqué, en fait, le milestone, parce que c'était très intéressant. J'étais le premier à avoir vendu un certain type de drink. Je pense que c'était du Coke ou si c'était de la bière. Enfin bref, j'étais le premier à avoir vendu ça et ça me donnait un milestone que je pouvais payer mes employés avec de la nourriture ou des drinks. Ce qui faisait en sorte que si j'avais un surplus de nourriture, ben, j'étais capable de les donner à mes employés au lieu de les payer. Donc... je sais pas trop qui voudrait être un employé d'une compagnie qui est payée en nourriture, qui dit, ben écoute, ton salaire, tu vas le gagner en étant capable de te nourrir. T'sais. Donc, et ce que je produisais le plus ironiquement possible, c'était du café et des nouilles. Donc, je sais pas si vous autres, vous aimez ça dans la vie, vous nourrir de café et de nouilles en même temps. C'est pas très appétissant, mais c'est ça qui est génial de Food Chain, c'est le fait que on tombe dans un univers quasiment parallèle, genre, ou juste une espèce de what if, tu sais, et si cette situation-là arrivait dans le vrai monde, puis ça donne toujours, ça capte l'imaginaire. Moi, c'est ça que j'aime énormément, c'est qu'on peut facilement s'imaginer ce genre de situation-là, tu sais, d'un employeur qui paye ses employés avec du café puis des nouilles, puis que les employés sont tout le temps frustrés, puis sont comme, ah, je suis tanné de travailler ici, là, mais tu sais, ils changent pas par principe de confort, par peur de vouloir de tomber sans emploi, tu sais. Fait qu'ils se soumettent au fait qu'ils sont payés avec des cafés et des nouilles. Et parlant justement de café et des nouilles, ben c'est quoi les deux autres modules? Le premier module, c'est le café. Il fonctionne un peu comme ici au Québec, on appelle ça des Tim Hortons ou encore des Starbucks, bref, peu importe. Je sais pas s'il y a ça vraiment en Europe, mais grosso modo, ce que c'est que le joueur qui va aller créer du café, va ouvrir des coffee shops, donc des magasins de café. Et ben les gens qui vont en fait se diriger vers un magasin, vers un restaurant pour obtenir de la nourriture, vont passer à travers chacun des coffee shops qu'ils croisent sur leur chemin. Ce qui fait en sorte que chaque fois que tu as un client qui est résolu et qu'il passe sur une route où est-ce que toi tu as un coffee shop, ben tu lui vends un café. Et tu lui vends un café.
Fait que ça se peut que le même client passe 3 fois de suite devant tes coffee shops à toi, puis t'achètes 3 cafés en ligne. Et c'est tellement drôle parce que ici en Amérique du Nord, c'est vraiment une espèce d'habitude très 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 typique de nos espèces d'habitudes de routine alimentaire. Quand on s'en va vers une route, des fois, c'est vraiment anodin. Et des fois, c'est dès qu'on sort de la maison, on s'en va au Tim Hortons, on s'en va au McDonald's s'acheter un café. Ou encore s'acheter un petit drink, tu sais, peu importe. Et là, après ça, on s'en va au restaurant boire du café. Puis là, on sort du restaurant, puis on dit « Ah, un petit café, ce serait pas pire. » Fait qu'on arrête au café. C'est super drôle parce que c'est tellement représentatif de nos habitudes. Pour certaines personnes, évidemment, c'est pas tous les Québécois, Québécoises, les Canadiens et les Américains qui font ça. Mais quand même, ça donne une belle représentation de ça. Et l'autre module, c'est le module des nouilles. Alors, le module des nouilles, c'est très très simple. En fait, si une maison se retrouve avec des biens, des demandes, hein, donc s'ils se retrouvent avec des besoins alimentaires qui ne peuvent pas être satisfaits par personne, eh bien, cette maison-là est déçue et va donc aller chez le restaurateur de nouilles. Donc, ils vont satisfaire leurs besoins alimentaires avec des nouilles. Donc, on n'est jamais capable de créer une demande de nouilles. Elle va juste simplement être présente quand on ne peut pas répondre à la demande de ce client-là. Et donc, ce client-là va encore se déplacer et va peut-être nous acheter des cafés, qui sait. Donc, moi, ce que j'ai vraiment aimé de ces modules-là, c'est le fait qu'on accélère la partie. Actuellement, dans Food Chain, la première des choses, c'est que si un client n'a pas de réponse à sa demande, ben, il continue à être affamé. Puis ben, regarde, c'est tout. Puis à un moment donné, il va peut-être avoir un joueur qui va pouvoir répondre, et tant mieux. Donc là, dès qu'on ajoute les nouilles, ça fait en sorte qu'on accélère parce que tous les clients, si les joueurs produisent des nouilles, vont avoir ils vont être satisfaits. C'est sûr certain que c'est pas tant le fun d'avoir des nouilles à la place d'avoir un bon burger. Mais c'est pas grave parce que ça fait en sorte qu'on accélère la partie. On va vendre continuellement et le café va accélérer aussi la partie veut pas parce que automatiquement on va dépenser, on va créer du café et la banque va se vider. Parce que si vous ne connaissez pas le jeu, dans le fond, la fin de partie se déclenche une fois qu'on a vidé la banque. La banque arrive avec un certain montant dedans. Donc, dès qu'on vend du stock, automatiquement, ça sort de la banque générale. Et dès que la banque... C'est ça. Donc, je vends du café, la banque se vide. Je vends des nouilles, la banque se vide. Je vends les demandes alimentaires des clients, la banque se vide. Donc, notre partie a vraiment été très rapide, malgré qu'on a joué sur Tabletop Simulator. Ça a duré environ 3 heures, ce qui est assez record, non seulement pour le jeu, mais aussi pour jouer en ligne. Faut toujours ajouter une demi-heure, 40 minutes de zigonnage, de gogossage sur Tabletop Simulator. Là, on s'en est sorti en dedans de 3 heures. Génial, moi j'ai rien à dire. D'ailleurs, j'ai cette partie-là que j'ai enregistrée. Ceci étant dit, je vais peut-être la mettre en ligne. Je vais vérifier pour avoir l'approbation de JP. Malgré que les gens avec qui j'ai joué ont été un petit peu déplacés à certains moments. On a fait des blagues un petit peu déplacées. Il y a eu un petit peu de jurons, des bons jurons québécois. Mais ça, c'est pas grave parce que je vais essayer de demander à JP si on peut la déposer. Et si ça vous intéresse d'aller voir ça, peut-être ça va être disponible dans le mois de décembre. J'ai parlé vraiment longtemps de Food Chain. J'espère que je vous ai au moins partagé un peu comment j'ai trippé sur l'extension et qui, je pense, vaut définitivement la peine si vous aimez le jeu de base. Je pense que dans cette extension-là, vous allez être capable d'avoir beaucoup d'heures de jeu, pas mal plus que si vous achetiez, mettons, 3 jeux à 50$ chacun. En ayant le jeu de base plus catch-up mécanisme, vous pourriez pratiquement jouer à ça pendant 2 ans de temps et ne jamais voir le bout de toutes ces choses. Enfin bref, donc je vais passer au prochain jeu et là, je vais encore avoir beaucoup de choses à dire parce que c'est mon gros coup de cœur, je dirais, de ce mois-ci. Il s'agit de Police, P-O-L-I-S et non pas P-O-L-I-C-E. Police, en fait, est une réimplémentation d'un jeu qui a apparu en 2012, qui est un espèce de jeu vraiment underground, peu connu, un genre d'hybride entre le wargame et le euro. On a décidé c'est un auteur
pas connu vraiment, c'est son premier design. Et cet auteur-là a comme suscité vraiment un gros intérêt, puis a vraiment eu une espèce de petit culte. Il a créé vraiment un petit culte. Il y a beaucoup de joueurs qui ont joué à Police, que c'est devenu leur meilleur jeu de tous les temps, qui ont des centaines de parties. Et là, on a du metagaming qui s'est surdéveloppé sur Internet. Et je dois avouer que moi, quand j'ai reçu la boîte, j'étais très attiré. J'avais beaucoup d'attentes. Je me disais, ça va être vraiment génial comme jeu. J'avais très hâte. C'est un genre de une espèce de Civ Light Building Game où est-ce qu'on va construire une espèce de petite civilisation. On va tenter de se donner des directions par rapport à où est-ce qu'on veut s'en aller à travers toute cette espèce d'épopée-là. Qui nous ramène en fait dans l'Antiquité grecque. Il y a une espèce de confrontation qu'il y a eu entre Sparte et Athènes. Un joueur va jouer Sparte, l'autre joueur jouera Athènes. Et ma première partie s'est terminée avec un goût très amer en bouche. Je dois avouer que j'avais juste lu les règles. On a commencé à jouer et honnêtement, juste les règles, je les trouvais un petit peu confuses. J'étais pas tout certain. On comprend pas trop. Puis là, en fin de partie, tu fais comme ok, le crutch du jeu est là. Ok, là, on commence à comprendre. Tu sais, la fin de partie peut arriver dès qu'un joueur a des points de prestige et ne peut pas payer de points de prestige parce qu'il tombe à 0. Ou encore, un joueur tombe à 0 points de prestige à la fin d'un round, eh bien, ça déclenche la fin de partie. Et je pense qu'il y a 4 actions ou 5 actions sur 11 qui nous coûtent des points de prestige et ce sont les actions clés dans le jeu. Donc, on a joué notre première partie et je suis resté vraiment amer, mais en même temps, je me disais, ça se peut pas, Vince, que ce jeu-là ait suscité autant d'intérêt chez plein de joueurs et plein de gens qui ont des goûts similaires à toi et que toi, tu termines cette expérience-là de façon aigre. Il y a de quoi que tu comprends pas. Alors, j'ai commencé à fouiller de fond en comble toutes les différentes discussions autour de ce jeu-là. J'ai demandé à des amis, j'ai cherché. Aucun de mes amis a joué à ça dans mon entourage, mais non, on a entendu parler qu'en bien. J'ai regardé sur Board Game Geek, il n'y a pas grand-chose à part des espèces de passionnés qui commencent à parler de stratégie puis que tu comprends pas parce que tu es comme, ok, tu es trop loin dans le metagaming. Ce qui fait en sorte que j'ai pas eu le choix de ressortir le jeu et de jouer une partie schizophrène que j'appelle. Donc vraiment jouer les deux côtés en même temps et d'avoir cette confrontation-là. Chose que je ne fais jamais dans le jeu de société. Ce qui devrait vous donner une espèce d'indicateur que j'ai vraiment aimé. J'étais vraiment curieux puis je me disais, ça se peut pas là. Ça se peut pas qu'il me manque quelque chose. Il faut que j'essaye. Donc il y avait comme cette espèce de goût amer qui m'avait suscité un intérêt de vouloir comprendre le puzzle. J'ai joué une deuxième partie en solitaire la même journée parce que la première fois j'ai terminé la partie et j'ai fait ok, ben il y a des affaires que j'ai pas compris encore, mais là je commence à voir qu'il y a il y a de la chair autour de l'os. Et j'ai refait la même expérience une nouvelle fois et là, ben je veux dire, c'est le genre de jeu que je veux voir. Comment est-ce que les autres vont réagir quand je vais leur montrer? C'est un jeu que j'ai envie de montrer aux gens, de voir qu'est-ce que tu en penses, toi. Comment tu vois ce casse-tête-là? Parce que le casse-tête est abstrait, mais en même temps tellement tight, c'est tissé serré. C'est très... il y a quand même un design très élégant, là, somme toute. Là. Il y a quand même vraiment des belles choses qui sont là, mais c'est tellement dense, opaque, et tu n'as pas nécessairement l'impression de comprendre toutes les actions que tu fais et leurs conséquences à long terme, jusqu'à temps que tu aies 5 ou 6 parties. Là, moi, je commence à saisir avec du haut de mon 5 parties, je commence à saisir un petit peu les impacts à long terme quand j'arrive devant le fait accompli. C'est-à-dire, ben là, j'ai plus de points de prestige et là, je suis obligé de finir mon tour parce que j'ai plus de ressources, ce qui fait en sorte qu'à la fin du round, ben, je n'aurai plus de points, ce qui fait en sorte que je perds. Donc là, tu reviens en arrière, tu refais d'autres coups pour essayer de t'ouvrir d'autres opportunités. Puis il y a beaucoup de gens qui le considèrent comme intimidant parce que c'est un jeu de guerre. Dans mes 5 parties, je pense que j'ai fait peut-être... Dans mes 4 parties solo, là, du moins, j'ai fait peut-être 3 combats. Et ça a été 3 combats qui ont été ultra déterminants sur les conséquences puis qu'est-ce qui allait se passer en fin de partie. Donc, pour l'instant,
Je suis encore très fasciné par ce jeu-là. Je suis pas encore prête à dire si... Je pense que ce jeu-là est un chef-d'œuvre, une espèce de perle, une espèce de petit Graal. Je pense que ce jeu-là est vraiment fascinant. Maintenant, est-ce que ça peut devenir un jeu dans mon top de tous les temps? Je ne le sais pas encore parce que je veux expérimenter le jeu avec différents joueurs et je veux savoir leur opinion. Donc, j'ai vraiment hâte de jouer au jeu avec d'autres joueurs. J'ai envie de connaître, de savoir qu'est-ce qu'ils en pensent et de voir aussi comment est-ce qu'ils vont se débrouiller à travers ce casse-tête-là vraiment intense de gestion de ressources qui coupe-gorge, qu'on peut couper l'herbe sur le pied de l'autre joueur très facilement, alors que des fois, on va faire de quoi pour essayer de couper l'herbe sur le pied de l'autre joueur, puis ça va se revirer contre nous. C'est intense, ce jeu-là. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est une expérience intense et garnie de choix déchirants. Je peux pas rien dire d'autre pour l'instant parce que c'est difficile pour moi. Puis c'est pour ça un peu que c'est mon coup de cœur, je pense, du mois de novembre. C'est parce que je suis pas capable... Pour l'instant, c'est une expérience qui est fascinante. Chaque fois que je m'assis devant ce jeu-là, je ne sais pas à quoi m'attendre. Parce que je vais faire une décision, puis toutes les parties commencent de la même manière, puis tu fais juste une décision, tu prends juste une direction un petit peu différente à une partie, puis là, soudainement, tu as comme une espèce des avenues complètement changeantes. Là, exactement comme par exemple, puis je vais donner un exemple très gras, très boiteux, mais c'est un petit peu comme les échecs qui commencent avec la même mise en place, mais que chaque décision des joueurs vont influencer le reste et le courant de la partie au complet. Donc, j'ai envie aussi de faire une explication des règles et une critique sur le jeu. Définitivement, je vais faire une explication des règles, présentation du jeu, parce que je pense que ce jeu-là devrait être vraiment être mis de l'avant, surtout avec la nouvelle édition qui est sublime, extraordinaire. J'arrête d'en parler parce que là, je pourrais vous en parler en long et en large. Je vous parle maintenant de Seastead. Seastead est un petit jeu à 2 joueurs. Je regarde la boîte qui est juste là. De WizKids qui nous plonge dans l'univers de Flotilla. Alors Flotilla, si vous n'avez pas suivi la chaîne, j'en ai parlé à quelques reprises de ce jeu-là, qui se trouve juste ici d'ailleurs, juste ici, qui était un superbe jeu. J'ai vraiment apprécié Flotilla. Peut-être un petit peu long, mais quand même, je pense que ce jeu-là a passé sous le radar en 2019, alors qu'il aurait dû avoir plus d'attention parce que beaucoup de fans de jeux euro pourrait très facilement s'y retrouver là-dedans. Seastead, en fait, nous donne une espèce d'expérience un petit peu... En fait, c'est bizarre parce que elle est pas très similaire, cette expérience-là, à Flotilla au niveau mécanique, mais au niveau du feel, de l'expérience, de la gestion de ressources, elle devient vraiment similaire à certains niveaux. C'est un petit jeu de gestion de ressources où est-ce que les joueurs vont devoir en fait gérer différentes flottillas. Donc c'est des espèces d'îles construites de façon manuelle par des bouts de bois qui traînent, puis on fait une espèce de petite île flottante. Et on va devoir en fait gérer des ressources, on va devoir construire autour de ces flottillas et construire aussi des espèces de bâtiments. Et ces bâtiments-là vont nous donner des bonus et chaque fois qu'on va compléter soit une ligne de bâtiment similaire, ben là on va être capable d'avoir une espèce de super gros bonus où on peut en fait avoir des bonus selon la rangée que l'on va faire, donc créer vraiment une espèce de ok bon ben je vais construire les 4 différents buildings, avoir des bonus. Tu as des bonus de fin de partie aussi en conséquence de qu'est-ce que tu as construit, quelles ressources il te reste. Tu as des personnages aussi que l'on peut aller recruter qui vont nous permettre d'avoir des bonus. Je pense que c'est un jeu qui vraiment demande aux joueurs d'être allumés. Et il y a beaucoup de gens qui apprécient les jeux euro qui vont grandement apprécier cette expérience-là. Je pense par contre que le joueur qui a le plus d'expérience va être dramatiquement, va bonifier en fait de son expérience de jeu. Ce qui est correct, c'est pas tant grave que ça. Mais quand même, je pense que c'est important à savoir. Ça reste quand même que c'est un petit jeu vraiment intéressant que j'ai juste essayé une fois et qui m'est
impossible de me faire une tête pour l'instant. Je pense par contre que les gens qui aiment les jeux euro, qui aiment les jeux de gestion de ressources avec comme plein de choses à gérer, vont aimer ce casse-tête-là. Et définitivement, c'est un jeu que je vous encourage grandement à aller jeter un œil dessus, même si vous n'êtes pas nécessairement à l'aise en anglais. Je pense que ça vaudrait la peine de regarder qu'est-ce qui offre ce petit jeu-là. On continue avec Isle of Cats, qui est un... En fait, on a fait une critique du jeu sur la chaîne. Isle of Cats, si vous n'avez pas été voir la critique, allez la voir. Vous irez voir dans la description de la vidéo, il y a un timestamp pour notre critique. Mais, longue histoire courte, c'est rendu un des jeux préférés de tous les temps à Nancy. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié. Je trouve que le jeu est super intéressant. Sans être compliqué et complexe et long, on a une expérience super intéressante en dedans d'une heure qui va nous faire expérimenter différentes mécaniques qui sont super intéressantes et qui sont très stimulantes au niveau intellectuel. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont vraiment apprécier le jeu, tant au niveau, mettons, de la mécanique que du thème, que du matériel. Donc il y a un gros charme. Il est vraiment charmant ce jeu-là. Et tu peux pas tout faire. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Il faut vraiment que tu choisisses tes combats et que tu laisses tomber certains chevaux de guerre pour être capable de bien performer dans ce jeu-là. Donc, je pense que honnêtement, il y a beaucoup de choses à offrir Isle of Cats. Donc, si vous voulez en savoir davantage, allez voir ma critique sur le jeu. Et je conclurai avec un jeu qui se nomme Stygian Society. Un jeu que je pense pas nécessairement qu'il va y avoir une version française, à moins que je me trompe. Mais c'est un jeu de dungeon crawling avec un cube tower où est-ce que les joueurs vont incarner des personnages médiévaux fantastiques qui devront, plutôt que de se jeter dans un donjon, monter une tour et aller pourfendre le grand magicien méchant qui menace la ville d'anéantissement. Je suis un peu perplexe par rapport à ce jeu-là parce que je ne pense pas qu'il arrive dans un moment opportun dans ma vie personnelle. Étant nouveau papa, je n'ai pas le temps ni l'opportunité de m'asseoir devant un jeu de 150 minutes et de passer au travers pour l'instant, je dirais. Et je n'ai pas nécessairement l'intérêt de le faire pour ce jeu-là. Simplement parce que j'ai trouvé que le jeu, quoi qu'intéressant, manque beaucoup de fluidité, il y a beaucoup de texte sur les cartes et à un moment donné, on se retrouve à la fin de partie avec peut-être 10-12 cartes devant nous qui ont des effets différents. Ce qui est intéressant parce qu'on va vraiment avoir une dynamique différente d'une partie à une autre. Ça va dépendre aussi des différents monstres qui vont être des différents mid-boss qu'ils appellent, donc les boss de moitié de parcours et le magicien final. Donc il va falloir vraiment être capable de se diversifier dans notre manière d'approcher le jeu. Mais au final, j'ai eu l'impression juste que tout le long du jeu, ça a été, je prends des cubes, je les mets dans la tour, et là, là, j'ai tant de cubes, ce qui fait en sorte que je fais des dommages, je reçois des dommages, je fais telle affaire. Ça peut être très difficile parce que des fois, le hasard peut jouer contre nous. Mais j'ai pas eu cette expérience-là, j'ai pas eu ce feeling-là. Je sais pas. Il a peut-être manqué quelque chose. Je pense par contre que ce jeu-là va plaire à des joueurs qui ont peut-être envie d'expérimenter quelque chose à la manière de Munchkin / Donjon Dragon. Qui va les faire triper, là, de vraiment avoir différents effets, puis que là, on a comme le côté thématique qui embarque, puis que là, de se conter des histoires, puis etc., etc. Je pense que là-dessus, le jeu va vraiment bien le faire, et je pense que le jeu peut vraiment venir charmer certains joueurs qui ont des enfants un peu plus jeunes, mettons, entre 8 et 10 ans, qui veulent jouer à un jeu, même 8-12 ans, là, qui veulent jouer à un jeu médiéval fantastique, puis de vivre une expérience, puis une aventure avec eux. Je pense que ça va bien se faire, là, somme toute. Mais pour moi, c'est ça, comme je dis, le jeu n'arrive pas à un bon moment. Je pense que aussi le design est un petit peu old school, donc vieille école au niveau de justement là, tout ce qui est le texte sur les cartes. Je trouve qu'il aurait pu avoir de l'iconographie
beaucoup plus d'iconographie. Et au niveau, en fait, du côté un peu des règles, des fois, il y a certaines ambiguïtés, on n'est pas trop certain. Donc, c'est vraiment des choses que je pense qu'en 2020, il faut vraiment faire attention à ça. Il faut vraiment être le plus précis possible dans nos règles, mais aussi éviter d'avoir du texte le plus possible, à moins que c'est un jeu que c'est volontaire qu'il y ait du texte et que l'iconographie, c'est impossible de le faire. Dans ce jeu-là, ce serait très facile de créer une certaine iconographie. Donc voilà, donc je pense que ça résume pas mal ma réflexion sur Stygian Society. C'était super le fun comme expérience, mais je ne répéterai pas celle-ci de nouveau. D'ailleurs, il est déjà parti entre les mains d'un ami de l'école du jeu, Steve Paquin. C'est ce qui conclut mes différentes expériences de jeu pour le mois de novembre. Maintenant, on s'en va en fait avec les différentes vidéos que j'ai faites pour le mois de novembre sur la chaîne. Donc là, je suis en train de regarder un petit peu qu'est-ce que j'ai fait. En fait, tout d'abord, j'ai fait mon Quad 9, évidemment, où est-ce que je vous annonçais que je suis maintenant nouvellement papa. J'ai aussi fait une critique express de La Guerre de l'Anneau, War of the Ring, qui va bientôt arriver en français chez Nuts Publishing. Regardez ça en 2021. Surtout si vous êtes un grand fan de La Terre du Milieu et du Seigneur des Anneaux, de l'univers de Tolkien. C'est un jeu à ne pas manquer. J'ai aussi fait une critique et des règles complètes de Side Hero Confluence, qui est mon jeu préféré de tous les temps. C'est un jeu extraordinaire, donc si ça vous intéresse de voir ce que j'en pense, si vous ne connaissez pas mon opinion, si vous ne connaissez pas ce jeu-là, vraiment je vous encourage à aller voir la critique de ce que je fais, parce que je vous explique clairement le jeu, qu'a-t-il comme défaut et est-ce que ça va vous plaire ou non, et par la suite je vous explique pourquoi est-ce que moi c'est vraiment venu, c'est rapidement devenu mon numéro 1 de tous les temps, encore indétrôné à ce jour. Je vous encourage vraiment à aller voir la vidéo, je pense que ça vaut la peine, là, surtout de vous informer sur ce jeu-là qui est unique et qui va vous offrir une expérience hors du commun. J'ai aussi fait une vidéo avec Nancy sur l'île des chats, comme j'ai mentionné plus tôt dans la vidéo, où est-ce qu'on s'est assis et on a discuté de notre opinion personnelle sur ce jeu-là. On est maintenant rendu dans le mois de décembre. Qu'est-ce que j'ai en tête pour le mois de décembre? Alors, la première chose que je veux faire, ce serait probablement une critique de Curious Cargo et vous expliquer en détail le jeu, faire les règles, mais vous expliquer aussi pourquoi je n'aime pas du tout. Peut-être rajouter Nancy dans le décor, qui sait si elle a envie de parler d'un jeu qu'elle n'aime pas, et si ça vous intéresse de l'entendre chialer sur un jeu. J'ai aussi eu envie de vous faire une critique peut-être négative sur Calico. Parce que plus que je vois ce jeu-là passer, plus que je me dis... il y a certaines choses sur lesquelles je suis pas d'accord, puis j'aurais envie de vous partager mon désaccord, puis de l'expliquer sans tomber dans l'argumentation ou dans le bashing du jeu, mais vraiment vous donner en fait une critique personnelle de Calico sous le chapeau du pourquoi je n'aime pas. Autrement, je veux vous faire une vidéo sur Police. Évidemment, je veux être capable de jouer plusieurs parties. Puis, je vais commencer à filmer mes parties que je joue sur Tabletop Simulator pour être capable de les mettre en ligne. Donc, ce que je ferais, cette formule-là, ce serait très simple. C'est-à-dire, j'enregistre ma partie. Je vous fais au début une espèce d'introduction de comment s'est passée la partie. Et à la fin, peut-être faire juste une espèce de discussion sur comment est-ce que j'ai trouvé le jeu ou quoi que ce soit. Ou peut-être même le faire là, en début de vidéo. Enfin bref, je réfléchis encore au format. Et sinon, on a une vidéo des suggestions pour le bas de Noël qui arrive dans le mois de décembre. Autrement, vous autres, y aurait-il un jeu? Ça vous tente qu'on couvre? Que j'ai parlé dernièrement, qu'on a discuté, qui traîne ou quoi que ce soit. Parlant de ça, Moonrakers! Ça, c'est un jeu qui a comme passé complètement en dessous du radar. Ah, non! Hein? Comment ça, Vincent? C'est pas facile d'avoir des jeux sur le radar. Ça, là, ça a l'air vraiment hot. Je vais l'essayer. Je vais vous en reparler. Et surtout, je vais vous faire une présentation parce que je pense que ce jeu-là va vraiment sortir des sentiers battus et être rafraîchissant sur plusieurs aspects.
c'est ce qui conclut donc tout ce qui est en rapport avec la chaîne, puis par rapport à mes jeux joués. Maintenant, je vais vous donner un peu de mes nouvelles personnelles. Donc, j'ai commencé mon congé de paternité ici au Québec. On est capable d'avoir un certain nombre de semaines allouées à devenir papa. Donc, ici, en théorie, après 5 semaines, tu es censé être capable de devenir papa. Donc, en théorie, hein, on va se le dire, c'est juste en théorie. Pour ma part, ça va quand même très bien. On a une gentille demoiselle qui approche bientôt le 2 mois et qui est tellement qui est sweet, qui dort beaucoup. C'est une dormeuse, elle aime ça dormir, elle aime ça être dans nos bras, elle aime ça interagir avec nous. Elle aime ça aussi prendre beaucoup son temps pour boire le lait. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler avec elle. Mais sinon, ça va super bien à ce niveau-là. Et sinon, ben, j'ai envie de vous partager aussi une espèce de décision que j'ai prise, je pense que c'est la 2e semaine, en fait, dès proche du mois de novembre. Là, ceux qui m'ont comme ami Facebook ont peut-être réalisé que je suis beaucoup moins actif sur ce réseau social-là, et c'est volontaire pour la simple et bonne raison que je me suis dit, après avoir écouté un documentaire qui s'appelle Social Dilemma, et en cours de lecture d'un livre d'un auteur qui a apparu dans ce documentaire-là, Social Dilemma, qui se nomme Jaron Lanier. C'est un livre qui s'appelle 10 Reasons Why You Should Delete Your Social Media Accounts Right Now, dans lequel il explique en fait sa perspective des réseaux sociaux et à quel point que ça l'a un peu, on va dire, perverti un petit peu notre manière de penser. Ça l'a changé, ça l'a transformé. Pour lui, c'est vraiment pervertir. Il pense qu'il y a comme beaucoup de choses qui sont malsaines par rapport aux réseaux sociaux. Moi, j'ai terminé de lire le livre et je vous encourage grandement à le lire, non pas parce que je veux qu'on supprime tous nos réseaux sociaux, c'est pas ça le but, hein, parce que sinon vous m'entendrez plus, hein, puis moi j'ai envie de me faire entendre, j'ai envie que tu m'écoutes. Mais principalement parce qu'il y a quand même des bases qui sont intéressantes, voire même primordial à savoir par rapport à notre consommation, par rapport à notre approche, puis surtout par rapport à notre manière de consommer Facebook ou Twitter ou Instagram, peu importe. Il y a vraiment des principes qui sont super intéressants au niveau de la psychologie humaine aussi, et surtout des principes intéressants juste pour nous personnels par rapport à la psychologie humaine, par rapport à comment bien gérer, comment bien approcher ce réseau social-là. Et moi, ben, j'ai décidé avec mon cousin de supprimer l'application Facebook de mon téléphone, puis d'éviter d'y aller le plus possible. Si j'ai pas à y aller, j'ai pas besoin d'aller sur ce réseau social-là, autre que pour publier mes vidéos. J'ai pu assumer vraiment le côté négatif, l'argumentation. Ça me prenait beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. J'ai pu débattre de façon inutile ou de façon juste virtuelle. C'est très vain, c'est souvent fait de façon pas très pertinente. Souvent, on interprète très mal ce que l'autre dit. Des fois, c'est nous qui s'exprimons mal. C'est mal perçu. Des débats inutiles et infinis sur plein d'affaires qui servent à rien. Puis aussi, au-delà de ça, des fois, t'as des choses qui se disent ou des espèces de trends qui se passent sur les réseaux sociaux que tu te dis, OK, mais est-ce que c'est nécessaire dans ma vie? Et je réalise que non, ce n'est pas du tout nécessaire. J'ai continué à utiliser Messenger. Par contre, évidemment, pour être en contact avec les gens qui veulent bien me parler dans leur vie quotidienne. Mais sinon, j'ai vraiment, ça m'a fait du bien. Honnêtement, puis ça me fait du bien. Puis je ne ressens pas le besoin de continuer à consommer cette plateforme-là, Facebook, de la même manière que je le faisais. Donc, juste de le faire de façon sporadique, très, très rare. Juste, si j'ai des nouvelles de quelqu'un, peu importe. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'apporte beaucoup. Donc, j'avais envie de vous partager ça.
Est-ce que vous, Facebook, justement, est-ce que ces réseaux sociaux-là prennent beaucoup de place dans votre vie? Comment est-ce que vous consommez le réseau social? Quel impact est-ce que vous pensez que ça peut avoir? Comment est-ce que ça vous influence? Est-ce que vous pensez qu'il se cache beaucoup de choses derrière ça? En tout cas, puis si ça vous intéresse par rapport au livre, ben faites-moi signe. Ça me fait plaisir de vous rediriger vers cet auteur en question qui est très intéressant d'ailleurs. J'ai pas mal fait le tour, là, ça va faire, là, ça fait plusieurs minutes que je parle. J'espère que vous avez grandement apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner à notre chaîne, de nous liker sur Facebook, même si je suis plus là vraiment souvent. Mais c'est pas grave, allez liker Facebook, hein? De nous suivre sur Instagram. Et finalement, ben, si vous avez des commentaires, vous, votre coup de cœur, qu'est-ce que vous avez joué dans le mois de novembre? Est-ce que vous avez quel jeu qui vous a surpris, quel jeu qui vous a déçu? Laissez-moi ça dans les commentaires. Dites-moi votre opinion aussi sur les jeux. Est-ce que des opinions que j'ai qui vous ont un petit peu froissé ou encore même sur lesquelles vous n'êtes pas en accord? Bref. Écoutez, sentez-vous très libre, ça me fait plaisir de vous lire et vous répondre. Donc voilà, donc sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. Sur ce, c'était Vincent et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.